Florence, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire co-organisé par le médiateur des entreprises et l'Institut IDEAS sur la thématique assistance gratuite et confidentielle. Le médiateur des entreprises est aussi au service des associations. Donc, je suis Sandra Paveni, responsable formation et ingénierie pédagogique de l'Institut IDEAS. Je vous présente Jean-Henri Michaud, mon collègue. Donc Jean-Henri Michaud, moi j'ai en charge l'animation du réseau des conseillers IDEAS, tous ceux et celles qui accompagnent les OBNL, donc qui viennent vers IDEAS pour améliorer leurs pratiques de gouvernance, de pilotage et de gestion. Je fais juste une petite remarque. Vous voyez autour de nous des locaux magnifiques. Non, IDEAS n'a pas déménagé. Nous sommes accueillis au ministère des Finances, que nous remercions vraiment beaucoup de nous accueillir dans ces conditions. Merci Jean-Henri et nous remercions nos intervenants de ce jour, Monsieur Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Bonjour. Monsieur Nicolas Mort, directeur général de la médiation des entreprises. Bonjour. Et un remerciement particulier à Monsieur Bruno Guérard, conseiller auprès de la médiation des entreprises, qui nous a aidé à préparer ce webinaire. Donc, ce webinaire va vous permettre de découvrir que vous pouvez recourir à un dispositif public, gratuit et confidentiel grâce aux médiateurs des entreprises. Donc, avant de laisser la place à messieurs Pellouzet et Mort, je vais brièvement vous présenter l'Institut IDEAS pour les personnes qui n'en ont pas connaissance, à commencer par la raison d'être. Donc, il s'agit de renforcer la qualité et capacité d'action des organismes à but non lucratif. Donc, qu'il s'agisse des associations, des fondations ou des fonds de dotation au service de l'intérêt général depuis 20 ans, donc, que nous fêtons cette année. Comment cela se traduit concrètement? Donc, IDEAS ne travaille pas seul, mais crée un écosystème favorable pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble des acteurs. Donc, comme je vous disais, associations, fondations et fonds de dotation. Il s'agit de faire connaître tous les dispositifs existants et de contribuer au maillage des différents acteurs. Comment ça se traduit concrètement? Par 4 solutions. Vous pouvez passer au slide suivant. Merci. Donc, nous avons 4 solutions pour renforcer cette capacité d'action, à partir notamment du guide IDEAS des bonnes pratiques. Donc, dans la deuxième rubrique que vous pouvez voir, il s'agit de la rubrique Découvrir. Donc, il s'agit d'adopter ces bonnes pratiques afin de développer la structure, d'être plus efficace également, et pour un certain nombre d'associations, de s'engager jusqu'au label en étant accompagné par un binôme de 2 conseillers bénévoles. Jean-Henri, veux-tu dire quelques mots sur le label? Peut-être sans s'étendre trop, mais rappeler que ce label qui est décerné donc par un jury indépendant constitué de personnalités qualifiées représentant à la fois le monde associatif, bien sûr la sphère publique, qui a en charge notamment les associations. Pour arriver devant ce jury, donc, nous proposons un accompagnement qui permet donc aux OBNL de passer en revue finalement toute leur activité, tout leur fonctionnement au travers de 90 bonnes pratiques que nous n'avons pas inventées, bien sûr, nous n'avons pas créé ces 90 bonnes pratiques, nous les avons en revanche structurées dans une approche qui permet vraiment pas à pas à l'organisme que nous accompagnons, de revisiter donc toutes ces pratiques depuis vraiment le fondement même, sa raison d'être, jusqu'à ces pratiques de gestion et de pilotage. Voilà. Et l'accompagnement est assuré donc par un binôme de conseillers qui sont formés d'une part à l'outil, ce que représente ce guide et à la manière de l'utiliser, mais aussi à la posture vraiment de l'accompagnement. Nous tenons absolument à cette double compétence. Voilà. Et c'est un accompagnement qui se fait dans la durée, puisqu'on dit en général qu'aller vers le label, c'est un travail sur 12 à 18 mois. Il arrive que ça prenne même un peu plus de temps. Nous savons donner du temps au temps à ceux que nous accompagnons. Donc, quand on dit accompagnement dans la durée, c'est donc l'accompagnement sur toute cette période pour aller vers le label. Et puis ensuite, le label ayant une durée de vie qui n'est pas infinie, qui est de 3 ans, eh bien, nous continuons bien sûr l'accompagnement sur ces 3 années qui sont les années où l'organisme accompagné peut déployer, mettre en œuvre un certain nombre d'améliorations
qui ont été formalisés au moment du label. Donc, accompagnement, du coup, sur plusieurs années. On peut rappeler à ce sujet que les conseillers IDEAS ont une fidélité moyenne aujourd'hui de 4 ans, ce qui permet vraiment d'accompagner dans la durée sur l'utilisation, le déploiement vraiment de ces bonnes pratiques avec le guide et le label, entre autres. Je rappelle que ces solutions sont évidemment accessibles sur le site internet, en accès libre, en ligne. Et l'Institut IDEAS compte également 2 offres numériques. Donc, la première que vous voyez dans la rubrique évaluer, donc il s'agit de l'autodiag, donc un questionnaire en 15 minutes chrono, 28 questions pour auto-évaluer l'organisation, s'auto-évaluer et comparer ses pratiques et échanger au sein d'un conseil d'administration notamment. Et la web-série Témoins engagés, qui s'appuie sur des témoignages en vidéo d'associations sur certaines des bonnes pratiques. Nous en comptons 5 à ce jour. Voilà, un épisode par bonne pratique, dont sur la thématique du conseil d'administration. Avant de laisser la place à nos intervenants du jour, donc je vous rappelle que le support de présentation vous sera communiqué, le replay du webinaire également, puisqu'il est enregistré. Vos micros sont coupés liés au fonctionnement que nous utilisons. Et n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous allons transmettre les informations avec Jean-Henri ce matin pour échanger avec nos intervenants. Voilà. Sans plus attendre, nous laissons la place à messieurs Pelouzet et Mort. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va avec Nicolas passer une petite demi-heure à vous détailler, non pas trop justement pour que ça soit pas trop long, les activités que nous menons au sein du médiateur des entreprises. Et bien sûr, ensuite, on aura un grand temps de questions-réponses. On est avec vous jusqu'à 10h30 si vous avez des questions jusque-là. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce temps pour poser toutes les questions que vous aurez à l'issue de cette présentation. Très rapidement, je rentre dans le vif du sujet pour vous présenter donc ce qu'est le médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises a une double mission et en fait un chapeau commun qui est renforcer la confiance entre les acteurs économiques. Donc pour ce faire, on a développé un certain nombre d'outils. D'abord un processus de médiation, j'allais dire c'est presque naturel vu le nom de la structure, au service des entreprises et des acteurs publics. Et quand on dit entreprise, c'est bien entendu tout le monde économique, les ESS, les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes, et les acteurs publics, notamment pour tout ce qui est marché public. On rentrera dans les détails ensuite avec Nicolas. Et puis, en parallèle, construire avec les acteurs économiques des solutions. C'est-à-dire, c'est bien de venir en pompier, de réparer avec la médiation. C'est mieux de faire changer les comportements. Et donc, on développe tout ce qu'on peut pour encourager les comportements responsables et pour accompagner le développement de l'innovation. Vous le voyez, c'est une institution qui a bien évolué au cours des années, puisque issue de la crise de 2008, ça nous fait remonter à quelques années les uns les autres, mais on s'en rappelle encore. Il y a eu un premier médiateur qui a été nommé, qui était le médiateur du crédit, s'occuper des relations entre les entreprises et les banques. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés aussi entre les entreprises entre elles, entre les entreprises et les acteurs publics. Et donc, on a commencé par mettre en œuvre un premier médiateur qui était spécialisé sur la sous-traitance industrielle, puisque le sujet est parti de là. On l'a ouvert bien évidemment à toutes les entreprises, on l'a ouvert au marché public, on l'a ouvert à l'innovation, on a fusionné tout ça. On a même testé, et on y reviendra, une ouverture encore plus large, c'est-à-dire le fait que le médiateur puisse intervenir sur tous les sujets entre entreprises et administration. Et on y reviendra encore une fois parce que c'est l'objet d'une loi en ce moment au Parlement. On a travaillé beaucoup sur les crises, notamment sur la crise de 2020 et celles qui ont suivi, la crise Covid et puis la crise de l'énergie, BTP, etc. On a élargi notre champ encore en rentrant un peu plus dans les sujets entre grande distribution et leurs fournisseurs. Et puis, dernière œuvre en date, si je peux le dire comme ça, et là aussi on y reviendra, on étudie beaucoup maintenant les relations entre les grandes entreprises et les startups, un écosystème d'entreprises qui s'est beaucoup développé et qui est très important dans notre pays. Donc, vous voyez, beaucoup d'évolutions au fil des années sur cette structure. Alors,
Donc, je disais un dispositif au service de tous les acteurs économiques et les enjeux sont, d'une part, créer un climat de confiance, permettre aux acteurs d'établir ou de rétablir des relations équilibrées et pérennes avec leurs partenaires, et puis, comme on le disait, sur l'autre jambe, impulser un nouvel état d'esprit et répondre à toutes les demandes d'information. On a aussi sur notre site, et Nicolas reviendra, un bouton qui vous permet de poser des questions et qui permet à toutes les entreprises de poser des questions sur tous les sujets. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet avec le premier outil, la médiation, et avec Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi avec Pierre d'être avec vous ce matin pour échanger sur la médiation, qui n'est peut-être pas encore assez connue du secteur associatif et qui pourtant, toute association employeuse peut nous saisir en médiation. Et donc, merci à IDEAS d'avoir permis cet échange ce matin. Et pour justement faire image sur ce qu'est la médiation, je vais vous proposer quelques slides sur ce dispositif. Vous avez probablement déjà entendu parler du mot, mais peut-être revenir sur ce que c'est précisément, en tout cas pour nous, à la médiation des entreprises. Donc c'est un mode amiable de résolution des différends. Le terme amiable est très important. C'est-à-dire que toute notre dynamique va être une dynamique qui va être tournée sur le volontariat des parties. Pour entrer en médiation, il faut que les parties soient d'accord. Pour permettre un processus de médiation de se mettre en place, il faut qu'il soit tourné vers un objectif opérationnel de résolution du différend, mais non seulement de résolution du différend, mais sur un mode amiable, c'est-à-dire négocié, protégé par les textes, pour arriver à un résultat qui soit effectivement un résultat qui n'entraîne pas ensuite de conséquences dommageables à l'une des parties à la suite de la mise en œuvre de la médiation, et que tout ce qui se dit en médiation soit protégé. Et aujourd'hui, la chance que l'on a sur notre territoire, c'est que le législateur a protégé tout ce qui se dit en médiation, ce qui va vous permettre de créer en médiation une bulle de confidentialité, quels que soient les sujets sur lesquels vous travaillez. Donc ce mode amiable, librement négocié entre deux acteurs économiques, ce script à travers la loi, on vous a ici mis un des articles qui précise ce qui est au sens de la loi la médiation, vous pourrez naturellement y revenir dans le cadre de nos échanges. À la slide suivante, on vous propose de vous présenter ce qui constitue les fondements de la médiation. Donc, comme je vous l'ai dit, liberté des personnes. On ne force jamais en médiation les acteurs à venir. Pourquoi? Parce que sinon, on serait une espèce de dispositif semi-volontaire avec tous les effets négatifs que cela entraînerait sur la mise en œuvre de l'accord et sur les dommages potentiels ensuite aux parties qui se seront engagées en médiation. La responsabilité des interlocuteurs, on travaille entre personnes responsables, le médiateur n'est qu'un tiers, il n'a pas la solution, il aide les responsables à trouver leur solution. La médiation est ouverte à tout acteur économique, privé, quel que soit son statut, sa taille, son secteur d'activité. Vous le verrez ensuite avec Pierre, nous avons une attention toute particulière auprès des petits acteurs économiques du territoire, vous savez combien ils sont nombreux sur l'ensemble du territoire, et il est ouvert aussi à tout acteur public. Les principaux atouts de la médiation vis-à-vis du contentieux judiciaire, tel que nous vivons à la médiation des entreprises, c'est tout cet enjeu de relation de confiance. Vous allez voir que l'ensemble de nos métiers tourne autour de cet enjeu de comment faire mieux ensemble en confiance. Et la médiation est un pilier majeur de cette dynamique pour notre organisation. Des solutions co-construites par les parties elles-mêmes. Donc encore une fois, le médiateur est un facilitateur parce que ce sont les parties qui doivent trouver leur solution pour elles. Souplesse et rapidité de la procédure. Une médiation, c'est 3 mois dans la majorité des cas, donc c'est extrêmement rapide. On y reviendra, 70% de taux de succès et c'est extrêmement souple, c'est-à-dire que l'objet peut évoluer si les parties le souhaitent et le médiateur qui est formé au processus de médiation est là pour aider à cette souplesse et cette opérationnalité du processus. Et ces clés, c'est entièrement confidentiel. Encore une fois, c'est couvert par la loi. Tout ce qui se dit en médiation ne peut pas être ensuite utilisé si malheureusement les choses devaient empirer, par exemple, eh bien ça ne pourrait pas être utilisé. Donc vous avez cette bulle de confiance qu'on aide à créer en médiation. Et puis effectivement, c'est un dispositif qui a été souhaité par le gouvernement comme un dispositif gratuit, parce que les enjeux de confiance sur notre territoire sont bien évidemment très importants, avec des tailles d'acteurs très différents, avec des logiques géographiques qui peuvent être très éloignées quelquefois, des logiques institutionnelles qui peuvent être très éloignées. Et donc l'intérêt de la gratuité, c'est de permettre un accès à tous et à toutes à ce dispositif.
de médiation. Alors, qui est ce fameux médiateur? Alors, on va déjà dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un conciliateur, ce n'est pas un expert non plus. Hein, on traite des sujets extrêmement différents, vous le verrez dans le cadre de notre présentation. Ce n'est pas non plus un sauveur, on n'est pas là pour sauver quelque chose, mais par le fait de donner accès à la médiation, on a déjà aidé à sauver beaucoup de situations. C'est un facilitateur, c'est-à-dire qu'il y a un moment des interlocuteurs qui ont souhaité travailler ensemble ou qui ont été en interaction. Et notre objet, c'est de réparer cette relation et de permettre, le cas échéant, une nouvelle dynamique de cette médiation. Le médiateur est formé à la médiation, ça, c'est pas quelque chose qui se fait de manière inductive, ça nécessite une formation. Il est neutre, impartial, indépendant et loyal. Il applique un processus structuré. On a à peu près une expérience de près de 20 000 médiations à la médiation des entreprises, donc on a affûté progressivement nos processus en fonction des différents sujets qu'on pouvait traiter. Et encore une fois, en toute confidentialité, comme j'ai pu vous le préciser. Ce sont les médiés qui trouvent la solution, le médiateur va aider. Et bien évidemment, cette bulle de confiance, pour la créer, eh bien, ça nécessite naturellement un processus privilégié d'échange entre les acteurs de la médiation et donc pas d'intervention extérieure qui risquerait de mettre en échec le processus de la médiation, que ce soit opérationnel, médiatique ou quoi que ce soit. Les voies de sortie, accord simple, protocole transactionnel, tout nous va, encore une fois, et c'est les parties qui décident de ce qu'elles souhaitent en termes de dynamique. Service public, rapide, gratuit, confidentiel. Pour le traiter, nous avons fait le choix d'avoir un réseau territorial le plus dense possible. Nous avons aujourd'hui un réseau d'une centaine de médiateurs sur l'ensemble du territoire qui permettent la rencontre, en visio le cas échéant, en présentiel encore mieux, pour justement prendre le temps, dans une époque soumise aux diktats des réseaux sociaux et des mails, prendre le temps de se comprendre. Et c'est un temps qui est bien évidemment loin d'être luxueux. Donc la proximité géographique, la proximité opérationnelle est celle de notre réseau qui est présent sur l'ensemble du territoire et qui est constitué de fonctionnaires volontaires formés à la médiation et de chefs d'entreprise, d'anciens juges au tribunal de commerce, d'anciens professionnels qui sont riches de leur expérience et qui l'apportent dans le cadre des médiations. Nous avons des médiations individuelles pour l'essentiel, mais nous y reviendrons, nous avons aussi des médiations collectives et de filière. Gain de temps, maîtrise du processus, confidentialité des échanges et une co-construction qui permet la bonne mise en œuvre de l'accord. Alors, sur quoi nous solliciter? Malheureusement, depuis la création de la médiation, le sujet majeur, ce sont les conditions de paiement non respectées. C'est encore aujourd'hui 30% de nos saisines. Et donc tout ce qui est lié aux conditions de paiement au sens large, dans lesquelles s'inscrivent les délais de paiement, mais pas que, sont les sujets sur lesquels nous sommes sollicités. Non-respect d'un accord verbal, clause contractuelle déséquilibrée, des accords dans le cadre d'un bail commercial qu'on a beaucoup fait pendant la crise Covid, hausse des prix imposés par un fournisseur, notamment l'énergie, on y reviendra, ça fait partie des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup en ce moment. Sujet contractuel pour l'essentiel, mais pas que. Par exemple, vous le voyez ici, vol ou détournement de propriété intellectuelle, où ça marche très très bien, les médiations dans ce domaine-là, notamment pour les petits acteurs économiques. On a un taux de succès très élevé en médiation sur ces sujets-là, dans le cadre d'un accord qu'on a avec l'INPI, etc. etc. Ça veut dire juste, pour terminer sur la slide précédente, pardon Pierre, que vos sujets nous intéressent. C'est-à-dire que, typiquement, on y reviendra, on va essayer de faire des bons offices, par exemple, sur les sujets de subvention, sur ces sujets-là, donc qui sont, on le sait, chez vous, des sujets potentiellement importants. Donc le cœur de notre métier, c'est la relation contractuelle, et ensuite, vous le verrez notamment dans le cadre de certains projets de loi, on est aussi à votre écoute sur d'autres sujets, et on y reviendra naturellement, je présume, dans le cadre de nos échanges. Pardon, Pierre. Je t'en prie. Voilà. Alors, comment nous saisir? Vous avez deux modes de saisine. Les deux passent par notre site internet, médiateur-d-entreprise.fr. Le premier, c'est pour toute demande d'information. Nous sommes un processus qui est encore peu connu. Nous savons qu'il existe beaucoup d'organismes de recours lorsqu'il y a des tensions, des différends. Et donc, en toute confidentialité et gratuité, vous pouvez contacter notre petite équipe qui traite les sollicitations. On en traite quand même 2000 par an sur tous les sujets. Et notre objectif, c'est de ne laisser personne sans réponse. Vous avez toujours un interlocuteur, un lien web, un mail, une personne que vous pourrez contacter sur le différend pour lequel vous nous aurez sollicité. Et puis, bien évidemment, notre cœur de métier, qui est la médiation. Et là, vous déposez un dossier de médiation, tout simplement.
Et ensuite, un processus structuré se met en place, qu'on va découvrir à la slide suivante, que voici. Une fois que vous avez déposé votre demande sur notre site web, nous ne faisons jamais les choses de manière automatique. En médiation, vous avez toujours la main. Donc, ça se matérialise comment? Tout d'abord par une prise de contact sous 7 jours d'un médiateur qui va vous contacter et va échanger tout d'abord avec vous pour comprendre pourquoi vous nous saisissez. Dans quel contexte cela s'inscrit? Quelle est votre stratégie? Quel est votre objectif? Quelle est votre problématique? En toute confidentialité. Ensuite, une fois que cette prise de contact a été effectuée, que cet entretien a été mené et que la médiation est bien qualifiée, à ce moment-là, eh bien, le médiateur va se tourner vers l'autre partie, celle pour laquelle vous nous avez sollicité. On y reviendra en détail si vous avez des questions. C'est volontaire, mais dans 90% des cas, l'art du médiateur eh bien, arrive à bonne fin puisqu'on ouvre la médiation. Et ensuite, on ouvre la médiation. Il peut y avoir à un moment un refus de médiation dans le cadre du processus. C'est une possibilité qui est ouverte. Mais en général, on déroule le processus jusqu'à la clôture qui, encore une fois, dans 70% des cas, aboutit à un succès. Alors, venons-en aux chiffres. Vous les comprenez, on est toujours frustré, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui viennent nous voir parce qu'on sait que le nombre de difficultés de blocage est bien plus important que ce qu'on voit. Et aussi parce que beaucoup viennent nous voir, mais viennent nous voir très tard. Donc on a deux sujets, un, faire connaître le plus largement possible et encore plus loin que ça ne puisse être connu aujourd'hui, et deux, pour que les acteurs économiques, entreprises, associations, acteurs publics, viennent le plus tôt possible, parce que le plus tôt on vient, le plus tôt on peut aider en toute sérénité et prendre le temps de faire une médiation. Ceci étant, on a connu un succès exponentiel au fil des années. Vous le voyez, en 2010, au démarrage, on faisait une centaine de médiations dans l'année. En 2019, avant la crise Covid, on faisait une centaine de médiations par mois. L'année 2020 a été une année évidemment exceptionnelle à tout point de vue et au point de vue de la médiation aussi, puisqu'on a, vous voyez, démultiplié le nombre de médiations. Mais depuis, on n'est jamais retombé, loin de là, là où on était avant la crise Covid. On est à peu près une fois et demie ce qu'on faisait avant, parce qu'un certain nombre de sujets ont embrayé, on l'a dit, flambée des matières premières, crise de l'énergie, inflation, hausse des taux d'intérêt, etc., etc. Et puis parce que aussi beaucoup d'entreprises qui nous ont connus pendant le Covid, bah, du coup, se sont dit que c'était pas mal de continuer dans cette voie de dialogue plutôt que d'utiliser d'autres outils pour résoudre leurs différends. Donc, vous le voyez aujourd'hui, on est à peu près 2000 médiations par an, avec une petite hausse d'ailleurs début 2025 qu'on est en train de voir, qui s'explique aussi par le contexte général dans lequel nous vivons. Donc beaucoup d'expériences, comme l'a dit Nicolas, mais aussi la volonté que de plus en plus d'entreprises nous connaissent. Avec une bonne nouvelle quand même, c'est que celles et ceux qui nous connaissent maintenant sont celles et ceux pour qui le dispositif a été fait, c'est-à-dire les petits. Hein. Bien évidemment, on est très content de faire une médiation entre deux grandes entreprises ou deux grands acteurs, mais j'ai presque dire, ils n'ont pas besoin de nous pour résoudre leurs différends. Ils ont tout ce qu'il faut, tous les équipements, les juristes, etc., etc. Ils peuvent payer une médiation privée, ce qui est très bien aussi. Ceci étant, nous, on est là plutôt pour les petites structures. Et comme vous le voyez, c'est elles qui viennent à nous de plus en plus. Et c'est très bien, puisque les 3/4 de nos demandes viennent aujourd'hui d'entreprises de moins de 25 salariés. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles, beaucoup plus petites que ça, de 1 à 10 salariés, ça représente une grande part de ces saisines aussi. Et encore une fois, c'est très bien, on est là pour répondre à tous ces acteurs qui souvent ont l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas avoir de porte à laquelle frapper. On est là pour eux et c'est très bien qu'elles viennent vers nous de plus en plus. Alors, Nicolas l'a évoqué, on s'est dit que c'était pas mal d'en toucher un petit mot. On a expérimenté il y a quelques années le fait d'élargir notre champ d'action encore plus grand et de proposer des médiations entre entreprises et administrations sur tous les sujets. Aujourd'hui, les marchés publics. On est d'ailleurs saisi de temps en temps sur d'autres sujets et on essaye de les traiter pour peu qu'il y ait de la bonne volonté de notre côté. Encore une fois, la médiation, c'est simplement deux parties qui acceptent de venir autour de la table. Mais on s'est dit que vu l'expérience positive que nous avions connue, il serait pas mal de la généraliser, et d'ailleurs que ce ne soit pas forcément nous qui la portions, mais de faire en sorte que tous les acteurs de l'État aient et mettent à disposition un service de médiation pour les acteurs économiques. Et donc c'est un texte qui est en discussion, là la discussion est un peu longue
pour tout un tas de raisons, mais notamment les différents changements de gouvernement qu'on a connus, mais continue. Le projet de loi simplification, dont vous avez sûrement entendu parler jusque-là, porte un article, l'article 9, qui vise justement à ça, qui a été voté par le Sénat, qui a été voté par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore voté par l'Assemblée nationale parce qu'on n'est pas encore arrivé à la lecture de cet article, mais on ne désespère pas de le voir adopté dans les mois qui viennent et de pouvoir justement mettre en place une offre encore plus large de médiation, comme je disais, pour que tous les acteurs économiques qui aient une difficulté vis-à-vis d'une administration d'État, quelle qu'elle soit, puissent, s'ils ne trouvent pas de réponse, avoir accès à un médiateur. Alors, notre action, vous l'avez vu dans cette première partie, elle porte donc bien évidemment auprès de chaque acteur économique dont vous faites partie et de ce fait, nous sommes à votre écoute. Malheureusement, depuis 2020 et déjà un petit peu avant, on le sait tous et toutes, on multiplie les sujets liés à la crise et c'est ce qu'on a souhaité vous présenter aussi, parce qu'on travaille avec un certain nombre d'écosystèmes et on va vous le présenter dans le cadre de quelques slides. On travaille beaucoup aujourd'hui, d'ores et déjà, avec un certain nombre de filières économiques que vous voyez à l'écran, afin de créer des dynamiques plus partenariales, plus responsables, dans l'intérêt de chacun et de chacune. Là aussi, toujours pareil, hein, on part sur des dynamiques volontaires, que ce soit à la demande des pouvoirs publics ou des filières elles-mêmes. Hein, on est de plus en plus saisi par les filières elles-mêmes. Et dans ce cadre, eh bien, on établit des travaux qui permettent à la fois d'améliorer, mais aussi de mesurer ces améliorations. On est très vigilant sur la mise en œuvre. Cette solidarité, elle va passer aussi sur des sujets totalement transversaux à l'économie nationale, notamment les délais de paiement sur lesquels Pierre Pelouzet s'exprime malheureusement à juste titre fréquemment dans les médias, parce que c'est un sujet, n'est-ce pas Pierre, critique pour l'économie. Ça nous coûte très très cher, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Les chiffres sont abyssaux. Et donc, si déjà tous les acteurs économiques se comportaient bien, on aurait peut-être déjà un petit peu moins de soucis au niveau du territoire. Vaste sujet. En tout cas, comité de crise sur les délais de paiement qui a été mis en place en mars 2020 et où notamment Pierre Pelouzet a sensibilisé un certain nombre de dirigeants des grandes entreprises du territoire sur des comportements qui n'étaient pas toujours optimaux. Et ça a très bien marché. On a pu régler comme ça en toute confidentialité, de manière collégiale, vous voyez ici les membres, un certain nombre de difficultés. Sur l'énergie, on a à la demande du Premier ministre mis en place un comité de crise sur l'énergie qui se poursuit toujours aujourd'hui, même si le sujet s'est beaucoup amoindri, mais vous le savez probablement dans vos organisations, ça a laissé des grandes traces, hein, les prix complètement stratosphériques qu'on a connus en 2022, et les médiations sur l'énergie représentent encore 10% de nos médiations, et vous pouvez nous saisir sur ces sujets si vous avez toujours des difficultés à ce jour. Et on est toujours à l'écoute des difficultés que rencontrent les acteurs économiques que vous êtes pour pouvoir mettre en place des dispositifs de médiation ad hoc. Notre manière de travailler est aussi celle, s'il y a besoin, de faire pédagogie. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait dans le domaine de l'énergie, où on le sait tous et toutes, c'est loin d'être simple. Et donc, on a fait un gros effort de pédagogie dans le cadre de la checklist énergie avec tous les partenaires du secteur de l'énergie pour expliquer aux responsables ce qu'il fallait avoir comme réflexe pour mieux accompagner et gérer sa facture et son contrat d'énergie. L'époque s'y prête. La ministre Olivia Grégoire avait mandaté, il y a de ça quelques mois maintenant, et le gouvernement actuel l'a confirmé, le médiateur des entreprises et le médiateur du crédit, pour écouter sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais pas que, on a aussi été à l'écoute des territoires ultramarins, mais en visio, pour écouter les difficultés rencontrées par les petites structures économiques de moins de 10 personnes notamment, et voir comment ça se passait sur le bon accompagnement de ces entreprises lorsqu'elles rencontraient des difficultés. Et donc, on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs économiques et de pouvoir à la fois faire une analyse, faire connaître les dispositifs, voir comment ils étaient appréhendés et faire un certain nombre de propositions qui ont été récemment remises à la ministre Madame Louwagie. On y reviendra si vous le souhaitez. Alors, au-delà de tout cet aspect médiation, prévention, médiation de filière, on a un gros travail, je l'ai dit, de changement de comportement, d'encourager les comportements solidaires, notamment dans le domaine des achats.
Et nous avons créé le Parcours national des achats responsables, qui est composé d'une charte et d'un label, et qui permet tout un parcours, c'est pour ça qu'on l'appelle Parcours d'ailleurs national des achats responsables, et qui vous prend un peu par la main, étape par étape, pour vous amener d'abord à signer la fameuse charte de 10 articles assez simples, mais à la fois, comme le disait Nicolas, si tout le monde les respectait, notre monde économique aurait déjà bien changé. Sur tous les aspects de l'achat responsable, c'est-à-dire l'aspect économique, payer ses fournisseurs, s'engager sur son territoire, dans sa filière, etc., mais aussi sur l'aspect environnemental et bien sûr sur l'aspect social, sociétal, faire travailler le monde du handicap, le monde de l'insertion, et petit à petit vous amener à progresser au travers d'autres outils et puis du collectif auquel vous appartenez une fois que vous avez signé cette charte. Vous verrez qu'il y a un grand nombre maintenant d'acteurs qui ont signé, pour aller à l'étape suivante, qui est une labellisation qui est de haut niveau, et on peut le dire avec fierté, puisque nous, la France, avons porté les travaux d'une norme ISO sur la relation, enfin, sur les achats responsables. Je le dis à chaque fois, mais c'est pas toujours la France qui porte les normes, donc on peut être fier que pour une fois, ça soit nos valeurs qui soient apportées au niveau mondial. Et donc la norme ISO 20400, qui a été portée par la France et adoptée par tous les pays du monde, et la norme de référence sur les achats responsables, et bien sûr, est le socle de notre label. Donc, quand vous obtenez le label, vous pouvez vous prévaloir de suivre les meilleures pratiques mondiales. L'objectif, c'est de construire une relation équilibrée, bien sûr, hein, c'est la partie relation fournisseur, introduire un changement culturel, s'engager à privilégier la médiation, bien sûr. On pense aussi que le dialogue est important et est une valeur de responsabilité. Et puis aussi faire savoir, quand vous signez la charte, on en profite en général pour faire un petit événement avec les acteurs avec lesquels vous travaillez, et puis désigner un pilote de la charte qui va être notre contact et qui va nous permettre de vous aider à suivre ensuite tout le parcours et à progresser, et puis éventuellement d'avoir des contacts en cas de médiation dans votre structure pour avoir des gens qui connaissent la médiation et peuvent nous accompagner sur ces différentes médiations. Le label, lui, comme je le disais, c'est une étape supplémentaire. C'est le premier, peut-être le seul label en France et en Europe et peut-être dans le monde sur le sujet des achats responsables, que nous avons co-construit comme la charte avec le Conseil national des achats. On a voulu que ce soit un label entre guillemets public-privé, hein, que l'action publique soit portée et accompagnée par une action des acteurs eux-mêmes, donc des acheteurs. Le diplôme est signé par le ministre de l'Économie et des Finances. Il est remis pour une période de 3 ans. Donc, dans le prolongement de la charte, je l'ai dit, il s'appuie sur la norme ISO 20400 et vraiment, il vise à distinguer les acteurs publics et privés ayant fait preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs et aussi sur tous les domaines de l'achat responsable, ouvert à toutes les structures. Vous le verrez si vous consultez la liste qui est sur notre site. Bien sûr, vous avez des grands acteurs publics et privés, les ministères, les régions, etc., les membres du CAC 40 ou des ETI, mais on a aussi des PME, des TPE, des toutes petites structures, des petits, d'ailleurs, acteurs publics aussi, qui ont rejoint le label, et on a 119 labellisés aujourd'hui, ce qui prouve que ça peut toucher d'ailleurs un peu plus depuis qu'on a créé ce slide, mais c'est pas grave, que ça peut toucher tous les acteurs de l'économie. Et si on regarde un peu plus en détail, vous voyez la charte, un peu plus près de 3000 aujourd'hui signataires, avec une montée en puissance qui montre que le sujet de la responsabilité et singulièrement des achats responsables est devenu de plus en plus important dans notre pays. Et le label a connu une accélération encore plus fulgurante, avec, vous le voyez, un point de rupture assez impressionnant en 2020. On parlait à l'époque du monde d'après. Vous vous rappelez, on disait qu'est-ce que ce sera le monde d'après? Ben là, on a eu une mise en œuvre de ce monde d'après, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas, après ce qu'on a vécu tous ensemble dans le Covid, continuer pareil et rester dans l'irresponsabilité ou dans la moindre prise en compte de tous ces éléments de relation avec les fournisseurs, de relation avec les clients, d'environnement, de social. Et donc, on voit cette montée vraiment exponentielle, là, pour le coup, du nombre de labellisés qui ne se dément pas, puisqu'il y a de plus en plus de signataires de la charte. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui signent la charte
vraiment le prennent comme une première étape vers le label. Et donc, on voit cette montée en puissance qui continue. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous intéresser. Le monde associatif est aussi petit à petit partie prenante et c'est très bien puisque vous portez en général des valeurs. Et là, on vous propose d'en porter au travers de ce parcours des achats responsables. Très rapidement, quelques mots sur ce que nous faisons dans le domaine de l'innovation, sur lequel nous travaillons depuis maintenant une dizaine d'années. Notamment ici, nous vous présentons ce que nous faisons pour référencer les acteurs du conseil en CIR C2I. Là aussi, vous le voyez, on porte un enjeu de confiance entre un dispositif où l'argent public est disponible et directement pour les entreprises, puisque pour rappel, le CIR C2I, c'est 7 milliards d'euros en moyenne chaque année qui sont distribués aux acteurs économiques. Et entre les entreprises et ces fonds publics, c'est créer un écosystème d'acteurs de conseil. Et donc, nous avons travaillé à la mise en place d'un dispositif de référencement pour que les entreprises puissent avoir accès à des acteurs du conseil qui respectent un certain nombre de bonnes pratiques que, comme toujours chez nous, vous l'avez compris maintenant, nous avons co-construites et que nous accompagnons. Et aujourd'hui, c'est près de 60% des 7 milliards de CIR chaque année qui sont distribués sur le territoire, qui sont accompagnés par des acteurs qui sont référencés chez nous. Pour finir, quelques publications, puisque vous trouverez tout ça sur notre site, mais comme ça, vous en verrez quelques-unes. Liées au contexte économique, alors la checklist énergie qui est en jaune au milieu, ça ressent bien le jaune. Nicolas en a parlé, mais ça peut être utile à tout acteur se posant des questions sur l'énergie. Le petit document bleu à gauche, c'est le document que nous avons façonné et distribué à l'occasion de ce fameux Tour de France des aides aux entreprises connaissant des difficultés. Là aussi, je ne peux que vous conseiller d'aller le regarder et le distribuer. Ça a connu un succès phénoménal. Franchement, on a été notamment sur le salon Go Entrepreneur il y a quelques semaines et on avait des paquets de ce petit guide. Ça partait comme des petits pains parce que les entreprises et tous les acteurs économiques ne connaissent pas suffisamment en tout cas, tous les outils qui sont à leur disposition pour les aider en cas de difficulté. Ça commence par la médiation, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Et donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Le rapport de l'Observatoire des relations entre les startups et grands comptes, je l'ai mentionné aussi. Là, c'est la version de l'an dernier. On devrait, d'ici cet été, sortir une nouvelle version. Et puis, vous avez d'autres guides sur la commande publique, des outils de présentation sur la charte et le label. Et puis, un document qu'on a aimé faire pour les 12 ans. On voulait le faire pour les 10 ans, très honnêtement, mais ça tombait en 2020. Donc, vous voyez, on avait autre chose à faire. Et donc, on a fait 12 ans de... là, c'est vraiment plus si vous avez le temps et vous avez envie de regarder tous ces témoignages, mais qui sont fabuleux, des femmes et des hommes qui nous ont accompagnés pendant ces 12 ans à construire ce que nous avons construit. Nicolas. Peut-être avant de vous écouter, vous dire combien on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'être avec Bruno Gérard, qui est avec Pierre et moi. Bruno, justement, tu es arrivé récemment dans la structure. L'enjeu, c'est d'écouter justement notamment les enjeux du secteur associatif. On a vraiment l'objet aujourd'hui de mieux vous comprendre, mieux vous écouter. Vous avez vu comment nous avons pu construire des outils en fonction des enjeux économiques ou quels qu'ils soient, et dans des principes de réalité, évidemment. On est une toute petite équipe, on n'a pas de moyens propres pour aider à financer l'économie, mais enfin, en travaillant ensemble sur des enjeux qui nous occupent tous, on peut faire beaucoup, et c'est ce qu'on essaie de faire, vous l'avez compris, à la médiation des entreprises. Voilà, on a respecté strictement notre timing. Je suis impressionné, d'habitude on n'y arrive pas aussi bien. Et donc on a un bon quart d'heure, mais on peut être même disponible un peu plus si besoin pour répondre à vos questions, que nous espérons nombreuses, ce qui voudrait dire que le sujet vous a intéressé et interpellé, et que vous pouvez poser via le chat, qui fonctionnait bien tout à l'heure, donc j'espère qu'il fonctionne toujours. Donc on est à votre écoute. Et auquel vous avez accès, mais pas nous. Normalement, on le voit là. Voilà, on le voit Effectivement, oui. Ici. Il y a une question. Normalement. Y a-t-il une question ou plusieurs? QNR, une. Oui. Et sur l'autre slide. C'est peut-être ça, on est en train de voir comment on accède à vos questions. Non, le son est bon. Le son est bon. Ça, c'est tout à l'heure. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions, profitez-en. Est-ce que vous avez tout entendu déjà? Parce que ça nous rassurait de ne pas avoir parlé dans le vide. Sinon, on recommence. Sinon, on recommence, mais là, on va faire la version courte.
Ah, merci. Bon, Bien vu. Oui, très clair, merci. ça c'est le côté rassurant. Voilà, déjà, on était avec vous. C'est chouette quand même, parce que c'était le but. Alors, D'accord, merci beaucoup. les services pour le CIR-C2I sont-ils gratuits? Je commence. Oui, bien sûr. En fait, notre dispositif de référencement est entièrement gratuit. Vous avez la liste des cabinets qui, eux, ne sont pas gratuits sur notre site Internet. Et donc, on fait un effort permanent d'accompagnement de ces cabinets, on les audite très régulièrement, etc. etc. Donc, ça vous permet d'avoir une liste qu'on espère la meilleure possible. Et pour laquelle on est à votre disposition, donc disponible sur notre site internet, tout simplement médiateur-v-entreprise.fr. N'hésitez pas si vous souhaitez que nous Alors, en attendant peut-être que d'autres questions apparaissent à l'écran, moi j'ai quand même envie de vous dire, pour les OBNL que nous accompagnons, en particulier les associations, c'est bien le souci en ce moment, c'est des crédits qui sont coupés ou dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils arriveront et s'ils arriveront et dans quelle proportion. Là, très concrètement quand même, avec les observations que vous avez faites sur les discussions en cours, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, initier ou pas avec vous? Alors, je commence. Comment se dit Alors en fait, tout d'abord déjà ce qui existe sur étagère, entre guillemets. C'est-à-dire, on essaie d'être avec vous et de se mettre dans vos préoccupations. Typiquement, on va commencer par ce qu'on a déjà, nous, aujourd'hui, directement disponible, dans nos savoir-faire qu'on fait tous les jours. 80% de nos dossiers, c'est des dossiers entre acteurs privés. 20% de nos dossiers, c'est entre acteurs privés et acteurs publics. Aujourd'hui, vous avez, et c'est de plus en plus le cas, je crois, dans le secteur associatif, vous répondez à un marché public. Ce marché public, comme toute relation contractuelle, ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et le dialogue commence à se tendre sérieusement sur des conditions de paiement, un désaccord sur l'objet du marché, etc., etc. Vous commencez toujours à essayer d'échanger directement. On n'arrive pas pour vous remplacer par rapport à l'objet de tension, mais n'hésitez pas, ça fait partie de ce qu'on fait de manière quotidienne dans le réseau, c'est un différent sur un marché public dans le cadre de sa mise en œuvre. Autre sujet sur lequel aujourd'hui on est complètement équipé, vous-même en tant que responsable d'association, vous avez un problème sur votre contrat d'énergie. Je ne l'ai pas dit dans le cadre de la présentation, mais aussi dans le cadre des contrats télécoms. C'est important. Ce n'est pas toujours des grands montants, mais ça a des gros effets. Donc on fait beaucoup de ce genre de médiation, que ce soit côté énergie. Donc là, c'est tout l'aspect service qui vous est rendu par l'écosystème et sur lequel vous pouvez nous utiliser. Ensuite, sur le sujet des subventions, qui est un des cœurs du sujet peut-être en ce moment. Là, pour l'instant, vous l'avez vu, on est en train de préparer, d'accompagner un texte de loi. On a fait une expérimentation il y a quelques années qui a montré qu'on était compétent pour le faire et qu'on savait le faire. Ça repose sur la libre volonté des acteurs. Imaginons par exemple que vous avez eu une subvention, que cette subvention, elle tarde à venir pour des bonnes ou certainement des moins bonnes raisons. On en discute. Vous nous saisissez, on regarde ce qu'on peut faire, et de toute manière, on est dans un, comment dirais-je, un rapport de vérité entre nous. On dira, ça, vu de ce que vous nous dites, trop compliqué, on pense qu'on n'est pas la bonne structure pour le porter. Ça, vu ce que vous nous dites, la dynamique s'est engagée, il y a un problème de compréhension entre nous, etc., on va pouvoir vous aider. C'est ce que nous appelons, nous, techniquement, les bons offices, la médiation. C'est-à-dire que ce n'est pas dans notre cœur de métier, mais on sait que c'est utile pour les acteurs économiques. Donc, on vous écoute et on essaie de vous accompagner. Donc, si on pense qu'il n'y a pas d'autres acteurs plus qualifiés que nous pour vous accompagner et que ça fait partie de nos savoir-faire, alors on va essayer. On n'aura peut-être pas un taux de succès similaire à ce qu'on fait par ailleurs, mais au moins on essaie. Et ce qui fait notre marque de fabrique, c'est que vous n'avez rien à perdre parce que notre objet, vous l'avez compris, c'est de ne surtout pas endommager la relation. Au contraire. Donc, on intervient doucement et si l'autre partie est d'accord, eh bien, on tente. De manière très globale, pour qu'il y ait une médiation, il faut qu'il y ait un conflit. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si une collectivité, une région, etc., décide de ne plus attribuer une subvention, elle décide de ne plus attribuer une subvention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, c'est avant on le faisait, aujourd'hui on ne le fait plus. Donc ça va être difficile de mener une médiation, c'est une décision qui a été prise, votée, etc. Voilà. En revanche, si dans la mise en œuvre de la subvention,
on vous dit, ah mais non, mais là, vous n'avez pas complètement fait ce qu'on avait dit, donc on ne va pas vous donner 100%, on va vous donner 80 ou 70 ou 15, et que vous dites, mais non, c'est pas vrai, on a fait. Et donc là, on est sur un terrain, entre guillemets, de conflit, c'est-à-dire d'incompréhension, de besoin de discussion, de besoin de dialogue. Et là, on sera probablement beaucoup plus pertinent pour réunir les acteurs et faire en sorte que chacun puisse exposer ses points de vue et trouver la solution. C'est pour ça que Nicolas disait, n'hésitez pas à nous saisir bien évidemment dans tous les cas, mais en fonction de la typologie de sujet, on sera plus ou moins pertinent pour vous accompagner sur ces sujets de subvention dont on comprend l'importance. Merci. Alors, je vais voir si c'est toujours dupliqué ou pas. Ah oui, tu as raison, il y a un ascenseur, merci beaucoup. Dans un contexte de coupe de subventions sur tout le territoire, vous attendez, vous, à accompagner plus d'associations. Alors, comment Alors aujourd'hui, on a très peu de saisines de la part du secteur associatif, on le regrette, et c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, et merci de votre intérêt. Donc, est-ce qu'on s'attend à accompagner plus d'associations en difficulté? Je vous donne mon point de vue et Pierre, naturellement, le sien. On vient de faire un tour de France sur les petites structures en difficulté. Donc, peut-être qu'on va avoir davantage de saisines en médiation. On voit une remontée légère depuis le début de l'année, malheureusement, ou heureusement et heureusement, de saisines en médiation. Donc, on va voir. On ne travaille pas encore assez avec le secteur associatif, donc on espère qu'on va pouvoir vous être utile dans les mois qui viennent. De ce webinaire ce matin. Alors, bonjour. Oui, non, mais pas plus que toi, effectivement. On pense que le monde associatif nous sous-utilise. Très concrètement, quand on compare au reste de l'économie, et pourtant, vous représentez un poids conséquent pour l'économie. Oui. Et donc, vous avez, au-delà des subventions, mais qui, encore une fois, sur un certain nombre de cas, peuvent être traités en médiation. Vous avez les mêmes sujets clients, fournisseurs, etc., que les autres acteurs du monde économique. Et pourtant, on vous voit très peu en médiation. Donc un, dommage. Et deux, oui, on s'attend à ce que vous veniez de plus en plus. Et peut-être que, encore une fois, le webinaire de ce matin va déclencher quelques saisines et surtout vous permettre de communiquer autour de vous et de faire en sorte que le monde associatif nous connaisse mieux, qu'on puisse vous aider, qui est uniquement notre but. Alors, autre question. Bonjour, j'accompagne une association qui essaie depuis plusieurs années de faire valider ses nouveaux statuts. Ça semble bloquer le Conseil d'État du côté du Conseil d'État pour plusieurs raisons. Changement d'interlocuteur, de législation. Est-ce dans votre périmètre? À partir du moment où il y a une incompréhension, on peut essayer. Là aussi, ce n'est pas naturellement dans le périmètre, vous l'avez compris, ce n'est pas contractuel, ce n'est pas deux acteurs économiques au sens strict qui sont concernés. J'allais dire, ce sera plus naturel quand on aura mis en place la fameuse mesure 9 avec des médiateurs dans tous les services de l'État. Mais on peut essayer, j'allais dire, ça ne coûte rien d'essayer, c'est gratuit. Nous, on peut voir de l'autre côté si les interlocuteurs à bien identifier sont ouverts à venir autour de la table. Et si c'est le cas, on vous réunit. Si ce n'est pas le cas, on aura essayé et on vous dira que c'est un échec, mais on aura au moins essayé. Voilà. Et donc, la manière dont on fonctionne sur ce genre de sujet, qui pour nous est un sujet qui n'est pas fréquent, c'est qu'on partage en interne sur comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, comment est-ce qu'on peut accompagner. On vous dit très rapidement aussi, a priori, on se dit, ah là, vu les documents ou les éléments que vous nous transmettez, on ne pourra pas être. On regarde notamment déjà tous les autres dispositifs de recours qui peuvent exister pour voir où est-ce qu'on en est dans la maturité du différent, très souvent. Merci pour cette question, en tout cas. Y en a-t-il d'autres? Le propos était tellement clair, finalement. Non, c'est ça. Moi, j'en ai une pour vous. Alors, on a parlé médiation, évidemment. On répète, on est à vos dispositions là-dessus. Est-ce que le côté achat responsable est quelque chose dans lequel vous auriez envie de vous embarquer? Parce que là aussi, on voit beaucoup le monde, entre guillemets, classique de l'entreprise. Et pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, s'il y a des gens qui portent des valeurs, c'est normalement le monde associatif. Et donc, on aimerait bien vous voir aussi rejoindre ce mouvement sur les achats responsables. Mais je vois qu'il y a entre-temps, il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Quelle forme proposez-vous les médiations? Alors, si c'est bien votre question, donc distanciel,
de plus en plus, hein, depuis le Covid, comme nous tous et toutes, on fait de plus en plus de distanciel. On aime bien quand même en médiation la rencontre physique. Il n'y a rien de tel pour bien se comprendre et on est ravis d'être ensemble aujourd'hui au ministère pour échanger avec vous. Et donc les formats en général, c'est très important le lieu. On les fait dans un lieu neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas chez l'un ou chez l'autre, c'est ailleurs. Parce que comme ça, eh bien, il n'y a pas d'avantage, je dirais. On se dit, je suis chez moi et ma foi, j'ai raison. Donc voilà ce qu'on fait en général. Et les réunions de médiation, ça peut être en visio ou en présentiel. 1, 2, pour les médiations simples, hein, 1, 2, 3 réunions qui permettent d'aboutir dans 70% des cas à un succès. On est très vigilant cette perception d'équilibre. C'est pour ça que, un, on veut un lieu neutre, et deux, voilà. on va éviter de faire, vous savez, la réunion où vous avez d'un côté le grand groupe qui vient avec le directeur juridique, les 3 avocats, le directeur métier, le directeur achat, et de l'autre côté, le représentant tout seul de l'association ou de l'entreprise concernée. Donc, c'est pour ça aussi qu'on tient ce lieu neutre. Et évidemment, alors, quand on est en visio ou en échange téléphonique, c'est de fait un lieu neutre, mais là aussi, notre rôle est d'équilibrer. C'est aussi pour ça d'ailleurs que notre premier centre d'intérêt, c'est entre guillemets les petites structures économiques qui ont des difficultés avec les plus gros. Et nous, on est là pour équilibrer, c'est-à-dire on n'est pas juge, encore une fois, on n'est pas arbitre, on n'est pas quoi que ce soit d'autre, mais à minima, on équilibre, c'est-à-dire que quand il y a 2 personnes autour de la table, c'est pas parce qu'il y en a un qui vient d'un grand et l'autre qui vient d'un petit qu'ils n'ont pas le même droit de parole, le même droit d'écoute, et c'est ça que nous garantissons en médiation. En fait, on évite de faire ce qu'on appelle, pour information, pour ceux qui s'intéressent, la médiation à l'anglo-saxonne, où c'est une forme de navette. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rencontre jamais. Et nous, ce que nous aimons bien, c'est permettre la rencontre. Et donc, on pratique, en revanche, ce n'est pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va on va permettre cette rencontre à partir du moment où on pense que c'est mûr. C'est-à-dire que l'une et l'autre partie sont prêtes à travailler de manière constructive. Et tant que le médiateur perçoit qu'on n'est pas là, on fait ce qu'on appelle des apartés, c'est-à-dire que le médiateur écoute chaque partie, mais son objectif, c'est bien la rencontre et que les parties puissent trouver leur solution. Et pardon, je n'avais pas vu l'échange téléphonique, mais le présentiel. Oui, on déroule au fur et à mesure. Alors, merci pour ces questions, ça fait plaisir d'être dans les deux sens, merci. Quelle durée d'investissement pour la préparation, coût pour le label? Alors, au départ, c'est gratuit. Vous allez me dire, c'est comme tout bon vendeur, on commence par vous donner un truc gratuit et puis ensuite on vous fait payer. Mais la signature de la charte en elle-même, c'est une signature de charte, donc c'est complètement gratuit. Et il faut simplement, mais c'est pas si simple que ça, que vous preniez le temps de regarder cette charte, de éventuellement faire une petite évaluation pour voir où vous en êtes, et surtout que vous ayez l'envie de rentrer là-dedans. Et puis ensuite, on organise une séance de signature chez vous, chez nous, etc., pour faire connaître votre engagement. Ensuite, progressivement, on vous accompagne, vous allez participer à des réunions. On fait 2 fois par an, on réunit tous les signataires de la charte, on fait des séminaires, on a tout un tas de documents pour vous aider, et progressivement, vous allez aller vers le label. Le label, ensuite, il y a un coût. Il y a un coût qui n'est pas le nôtre, c'est qu'on utilise des tiers extérieurs, dont c'est le métier, l'AFNOR, la PAV, tout un tas d'autres cabinets qui sont évidemment utiles et indispensables pour venir valider la qualité du travail que vous avez fait. Mais ce coût est modéré, c'est-à-dire que évidemment, on leur a demandé, 1, de limiter en nombre de jours, et 2, de limiter en fonction de s'ils avaient affaire à une grande ou une petite structure. Donc on parle de quelques milliers d'euros. Alors je sais que c'est jamais anodin, mais quelques milliers d'euros par an pour démontrer et s'engager dans une démarche qui va embarquer tout le monde. Évidemment, c'est important pour les gens avec qui vous travaillez à l'extérieur, mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vraiment un projet de toute l'équipe, et c'est très fédérateur de s'embarquer dans ce label. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est à minima de regarder la charte déjà, si ça vous paraît un niveau d'engagement, et ensuite d'échanger avec les équipes si vous avez envie d'aller plus loin. J'espère que vous aurez envie.
pour voir dans quelles conditions vous pouvez vous permettre financièrement d'aller jusqu'au label. Mais encore une fois, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent pas le côté financier, parce que ça, on arrive à des montants très raisonnables, c'est vraiment l'engagement que vous allez y mettre qui permet d'aboutir au label. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à avoir envie d'y rentrer. Et comme le disait Pierre, la charte est peut-être la bonne maille. Malheureusement, en ce moment, les difficultés se tendent dans beaucoup de secteurs, dont le vôtre, d'autres aussi. Et en fait, dans ce contexte très compliqué où la fidélité des fournisseurs et la qualité d'écoute des fournisseurs peut être critique pour mener à bien ces missions, on a bien conscience que le label, comme le disait Pierre, a un coût, aussi raisonnable soit-il. Et donc, la porte d'entrée qui constitue la charte peut être intéressante pour vous. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'elle vous permet d'entrer dans une dynamique qui montre à vos fournisseurs que vous avez envie de travailler dans le mieux que vous puissiez en termes de responsabilité territoriale, d'échange via la médiation si ça se passe mal, etc., etc. Deuxièmement, vous avez une équipe qui est prête à vous accompagner. Je m'explique. Sur notre site internet, dans la partie charte et label, vous avez accès notamment à un dispositif d'auto-évaluation gratuit qui vous permet de voir où vous en êtes en termes de pratiques d'achat. Et le résultat de ce questionnaire, qui est très simple, très rapide, vous pouvez le partager avec l'équipe de la médiation. En disant, voilà, moi j'ai, alors, ou pas, c'est vous qui choisissez, mais si vous le partagez, c'est une bonne occasion de se dire, tiens, moi j'ai envie d'aller vers ça, je sens que je suis un peu juste sur 2-3 sujets, ça passe pas, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je pense qu'on est dans une période où malheureusement les tensions sont multiples, et vous allez vous différencier pour vos fournisseurs si vous montrez votre engagement. Et des bons fournisseurs, c'est important, on ne le sait que trop, pour pouvoir travailler de manière la plus sereine possible. Donc la charte, je pense, est une belle porte d'entrée pour vous. Et là, tout est entièrement gratuit. Alors sur le sujet des délais de paiement qui est mentionné, évidemment, c'est un de nos sujets majeurs dans la charte et a fortiori dans le label. Mais ça ne veut pas dire qu'on attend de vous que vous payiez tout le temps à 100%. On est complètement conscient des contraintes qui pèsent sur vous. L'important, c'est de voir votre engagement dans la responsabilité. C'est-à-dire, que vous mesuriez, que vous soyez conscient des paiements en retard ou pas en retard que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent en retard sans le savoir, ça c'est assez dramatique. Et deux, que vous mettiez des processus en œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'on est amené à payer en retard? Comment on travaille par rapport à nos fournisseurs? Comment on les avertit? Comment on se met d'accord avec eux? Comment on va se dire, on peut étaler les paiements? Voilà. Si c'est fait de manière construite et encore une fois responsable, un retard de paiement parce que vous n'avez pas les moyens à un moment donné de payer, c'est tout à fait compréhensible. On ne va pas vous demander de fermer l'association parce que vous ne respectez pas la loi. On est vraiment dans le pragmatisme, mais en revanche, mal payer les fournisseurs par état d'esprit et sans faire attention aux conséquences que ça a, là, pour le coup, on aimera moins que vous rentriez dans le parcours. Donc voilà, on est dans une démarche positive, une démarche de progrès, mais une démarche de réalité aussi. Donc, si vous faites de votre mieux et qu'on voit que vous avez vraiment tous les outils et les démarches proactives pour être responsable vis-à-vis de votre tissu fournisseur, eh ben, on sera heureux de vous accueillir dans ce mouvement. D'autres questions, peut-être en déroulant, je ne sais pas si... Alors voilà, ça arrive. Voilà. Alors, organisez-vous des permanences ou uniquement des échanges au cas par cas? Alors, les contacts que vous avez avec nous peuvent être soit par mail, soit par téléphone, à travers quand vous nous sollicitez, c'est-à-dire quand vous cliquez sur le bouton « Nous contacter », vous pouvez avoir un échange mail et si vous le souhaitez, ça peut être un échange téléphonique. Et c'est une bonne porte d'entrée quand vous ne savez pas trop par rapport à un conflit ou une tension. Comme le disait très bien Pierre, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le conflit différent, et pour éviter que ça s'envenime. Et donc, vous pouvez échanger en toute confidentialité avec la petite cellule qui, chez nous, s'occupe des sollicitations sur le format que vous souhaitez. Et donc, si vous souhaitez un échange oral, c'est tout à fait possible. Et voilà. Donc, on ne fait pas de permanence. En revanche, on est totalement accessible par téléphone. Donc, 24 heures sur 24. Ah bon? Ah non, mais non. Vous pouvez nous poser des questions 24 heures sur 24. Ah oui, après, Après, on y répondra dans les jours. Personne n'est volontaire pour l'équipe de nuit. Non, écoutez, non, pas encore. Pourtant, il y aurait probablement du besoin, je vais dériver un tout petit instant, sur la souffrance, Oui. notamment des chefs d'entreprise, Oui, mais c'est
peut-être aussi vrai, encore une fois, on vous connaît moins dans le monde associatif, Oui. et on est très sensible à ça, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui arrivent avec une médiation, mais on sent que derrière la médiation, il y a beaucoup d'autres choses. Quand les gens vous disent si cette facture n'est pas payée, je me jette par la fenêtre, je caricature à peine, hein, on entend des choses comme ça. Et donc, on a formé nos médiateurs, bien entendu, là-dessus, mais aussi à accompagner les gens vers des structures dont c'est le métier, comme la PESA, ou d'autres que vous pouvez connaître. Donc, on est très sensible à ça, on est bien conscient que oui, il y a un côté formel, il y a un côté entreprise, association, voilà, mais il y a surtout un côté humain. Et donc, on est très sensibilisé là-dessus. Et voilà, j'en profitais pour rebondir là-dessus. Et c'est souvent la nuit, malheureusement, qu'on gamberge et que ça va pas bien. Donc, je plaisantais un tout petit peu en disant on n'a pas de permanence de nuit, mais on est bien conscient que c'est parfois la nuit que les angoisses remontent et que on se dit mais comment je vais m'en sortir demain quand il va falloir affronter une prochaine journée. Donc, on est là aussi pour ça. Il y a beaucoup de fatigue, hein, on le voit dans les échanges qu'on a avec les chefs d'entreprise. On parle de crise depuis maintenant de nombreuses années. On sait qu'on est collectivement dans des périodes compliquées. Et donc, on est très sensible avec Pierre au sujet du responsable qui doit accumuler beaucoup de choses. Et on a conscience aussi beaucoup de complexité et de difficultés à gérer en même temps. À travers tout ce que vous décrivez, en tout cas, on voit bien l'intérêt d'avoir fait ce webinaire avec vous, parce que les équipes de direction des associations et la gouvernance des associations sont dans des niveaux de stress, là, notamment cette année, oui, assez terrible quand même. Donc, je pense qu'on est bien dans le contexte adapté, hélas, hein, pour s'intéresser au dispositif que... Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Si ce n'est pas nous, on vous orientera vers la bonne personne, la bonne structure. Voilà, le but, c'est de vous aider à trouver une solution et de ne pas vous laisser sans réponse. Encore une fois, que ce soit sur le côté, entre guillemets, technique, économique et sur le côté humain. On sera attentif aux deux et on sera toujours ouvert à vous accompagner vers la bonne porte si ce n'est pas chez nous. Bien. Peut-être regarder sur le site. Oui. Alors oui, tu penses qu'il y a... Non, je crois qu'on est au et de l'autre côté. Non, on n'a pas mieux de l'autre côté, donc. Alors, une dernière minute pour une dernière question ou on a répondu à tout? Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'échanger par chat. Hein. C'est moins sympa que... Mais bon, ça nous a permis comme ça de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Eh bien, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. On a été heureux d'échanger avec vous. Merci de cette opportunité. On est très heureux de prolonger ensemble ce travail qu'on a commencé à faire, mais je suis sûr qu'il va prendre d'autres dimensions sur la base de ce webinaire. Et donc, à votre écoute, à tous et à tous. S'il y a des regrets, des questions que vous n'avez pas posées et que vous voulez poser, on est évidemment à votre disposition, soit directement, soit au travers de vous, j'imagine. N'hésitez pas, on sera à votre écoute. Merci de votre attention. Pour votre participation. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.